d'être là encore cet après-midi pour la suite de cette journée professionnelle. On va voir avec deux auteurs de bande dessinée, Fred Bernard et Thierry Murat. On va parler d'abord de leur métier. Ça, c'est important, peut-être un peu de leur parcours et bien évidemment, parce que c'est quand même un peu le sujet de la journée, de leur rapport avec l'IA, ou non-rapport, peu importe. On est là donc encore une petite heure, on a pris un petit peu de retard, donc on va essayer de rattraper ce retard. On va peut-être commencer par Fred. Tu es auteur de bande dessinée, tu as écrit pour la jeunesse. Tu as une longue carrière en tant qu'écrivain pour la jeunesse, entre autres avec un monsieur qui s'appelle Roca, qui est un grand illustrateur de livres pour enfants. Tu as eu ensuite une carrière, enfin ensuite, dans la continuité, on va dire, tu as illustré tes propres histoires et tu les as illustrées en bande dessinée. Et aujourd'hui, tu alternes peut-être un petit peu les deux, en fait, tu vas de l'un à l'autre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours rapidement ? Oui, j'ai fait des études de dessin. J'ai abandonné prépa veto pour aller aux Beaux-Arts, en fait. Donc, je me voyais plutôt scientifique au départ. Et j'ai fait 5 ans d'études de dessin. Et je faisais partie des dessinateurs qui écrivaient. Et si je m'étais laissé faire, entre guillemets, par les maisons d'édition, la façon dont elles fonctionnaient, vu qu'elles avaient beaucoup de dessinateurs sous le coude et moins d'auteurs et d'autrices, finalement, j'aurais pu arrêter de dessiner. On me demandait plus que des textes à un moment donné. Et moi, je refusais catégoriquement de laisser tomber ma passion pour le dessin. Et donc, j'ai continué de faire les deux. Mais il y a un moment donné où j'ai senti que... Ouais, je me suis accroché à un moment donné parce que sinon, je serais parti dans le décor. Voilà. Et j'adore franchement et les deux, c'est-à-dire dessiner et écrire, même combat, j'ai envie de dire. Et jeunesse et BD, enfin voilà, pour moi, c'est un immense pack. Je cloisonne pas du tout. Même si on peut imaginer qu'on ne dit peut-être pas la même chose, ou on ne s'adresse pas forcément de la même manière pour un public enfant qu'un public adulte, ou pour toi ça n'a pas vraiment de... En tout cas, si après en bibliothèque ou en librairie c'est rangé, moi dans ma tête c'est pas du tout rangé. Et donc je fais les choses d'abord pour le lecteur que j'ai été enfant, ado, adulte. Évidemment que je sais que ça va être lu, j'espère. On espère toujours par le plus grand nombre, mais je fais ça vraiment pour. On essaie de, enfin, je dis on, que ce soit avec Benjamin Flao ou François Roca, on essaie de compléter notre bibliothèque idéale entre guillemets. Mais c'est des livres qu'on aimerait découvrir, qu'on aurait aimé découvrir à 10 ans ou maintenant, enfin voilà. Ou même un petit peu plus tard. Donc tu as écrit longtemps pour la jeunesse, maintenant... Oui, tu continues, bien sûr. Tu es passé effectivement à une réalisation plutôt en bande dessinée. Pour toi, l'équilibre ou le grand écart, il se fait simplement entre l'écriture de texte et la réalisation, pour le coup, où tu écris tes propres histoires et tu dessines tes propres histoires. Ce grand écart, il est facile pour toi ? Oui. Merci. Oui, c'est en fait j'adore. Enfin, si je faisais que de la BD, par exemple, je serais frustré au niveau de la rédaction. Enfin, j'adore la littérature et on la quitte un peu en BD, même en roman graphique. Alors qu'en album illustré, il y a une attention qui est portée au texte, qui est vraiment, on est dans un, on l'a aussi en BD. Thierry, il fait très attention, mais globalement, mais moins. Enfin, en plus quand c'est pour les enfants, c'est le plus important, les enfants. Tout démarre avec eux. C'est les futurs. C'est les futurs, et je trouve que c'est vraiment, faut vraiment une attention particulière. Et dessiner, écrire, comment dire. Quand j'écris un texte, je sais qu'il va être illustré par quelqu'un. Je mets tout dans le texte. Et après, ils s'en font ce qu'ils veulent, au pluriel. Hein, et on changera le texte une fois que les images seront produites. Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir modifier. Si j'écris pour moi, je ne cherche pas le texte. Je me laisse de la place pour le dessin. Parce que en écrivant, je sais que ça, je ne l'écris pas, je le dessinerai. Oui, parce qu'on peut même rajouter qu'il y a des gens qui écrivent des choses pour toi, que tu illustres. Oui, donc là, aussi. c'est encore un autre regard. Oui. Et alors là, en général, à part si c'est des copains, je peux rien dire sur le texte.
Enfin, Tu râles quand c'est ton texte à toi. sauf si on se connaît. Non, mais si, mais j'exprime toujours le. Non, il n'y a jamais aucune description physique ni vestimentaire de mes personnages. L'âge à la limite, mais j'en mets jamais. Parce que je veux que le dessinateur ou la dessinatrice se fasse ce qui. Moi, voilà. Et pour le coup, ça t'est arrivé de tomber sur pour le coup, des interprétations de tes textes qui étaient diamétralement opposées à ce que tu avais imaginé? Une seule fois. Une seule. Avec un Brésilien que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Ouais. C'est peut-être parce que tu l'as jamais rencontré. Non, parce que c'était un mariage arrangé à distance par un éditeur et c'était au début que je bossais. Et j'étais tout content parce qu'il avait fait des super BD, enfin des super livres que j'avais découverts en France. Et on m'a demandé de lui écrire des histoires. Il a vraiment fait une grosse daube. Ça n'a pas marché, j'étais dégoûté. Et pourtant, Gilles Édouard, il s'appelle, je sais pas, il travaille encore peut-être. Et c'était mauvais. Mais l'éditeur semblait content parce qu'il avait commandé. Il faisait mine d'être ravi, alors que moi j'étais là, mais il fait pas ça du tout d'habitude. Et puis c'était un échec. Voilà, c'est mon seul. Ton seul échec. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Non, la seule fois où c'était vraiment n'importe quoi entre ce que j'avais écrit. Thierry, si tu nous parlais un petit peu de toi, tu es aussi auteur, dessinateur. Tu as travaillé avec des scénaristes. Alors pour le coup, plus particulièrement en bande dessinée, toi. Tu as travaillé avec des scénaristes de bande dessinée, mais tu as aussi travaillé tout seul. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Et oui. Et avant tout ça, avant la bande dessinée, il y a eu aussi la décennie 90 où je faisais... la décennie complète 90 où je faisais du graphisme. Donc dans le milieu de la com, avec des beaux projets aussi dans le graphisme dans l'espace, enfin pas dans l'espace intersidéral, mais en volume, on va dire, sur du design d'espace et tout. C'était passionnant. Et puis après, j'ai fait un court passage dans la littérature jeunesse, mais c'était vraiment hyper bref, quoi, en ce qui me concerne. Ça a duré 2 ans. Au début 2000. Puis je me suis rendu compte que même si j'adore ça, hein, j'adore tout ce qui se produit dans ce genre-là, c'est pas mon truc. Enfin moi, en tant que... Pourquoi c'est pas ton truc? C'était pas mon truc, je sais pas, en termes de choix de sujets, comment les traiter, comment parler au mieux aux enfants, Plus de contraintes éditoriales? Mais c'était même pas des contraintes éditoriales, c'est des contraintes que moi je me suis imposées à moi-même. Enfin, c'est juste, je me suis rendu compte moi que tout seul que j'avais pas ma place. C'est pas vraiment là, quoi. Puis moi, la bande dessinée, c'était donc pour en arriver à la BD, qui est ma vie depuis plus de 20 ans. C'était vraiment mon rêve d'ado, donc un rêve d'ado. Tout naturellement. Après des petits échecs en littérature jeunesse, j'ai eu la chance, on va dire, on peut parler de chance, d'avoir les opportunités qui sont arrivées, puis de rencontrer les bonnes personnes. C'est surtout là-dessus que je mets le facteur chance sur les rencontres. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Les bonnes personnes, en c'était 2004. Plutôt les scénaristes. Tu as travaillé avec un scénariste en particulier, oui, et aussi oui. Un éditeur peut-être en particulier? Oh ben, y en a 2, c'est pas compliqué. Il y a Régis Lejean qui m'a traîné aux éditions du Rouergue et qui m'a fait faire donc ce petit tour de manège dans la littérature jeunesse. Voilà, puis je suis pas resté longtemps. J'ai pas fait un deuxième tour, quoi. Et Éric Corbeyran, un scénariste de BD, qui est venu me chercher pour m'amener faire un premier album chez Delcourt en 2004. Donc, ouais, voilà. Après, il y a d'autres rencontres. Toutes les rencontres s'enchaînent, mais enfin, je vais pas énumérer tout l'arbre généalogique de ma carrière, mais ouais, ces 2 personnes-là, elles sont importantes. Ouais. Et puis après, il y en a d'autres qu'on rencontre et qui deviennent des gens importants, mais sur d'autres terrains, sur le terrain de l'humain et tout ça. Et Fred en fait partie, évidemment. Ça fait longtemps qu'on se croise hein, maintenant. Tu as donc illustré des textes donnés par un scénariste, tu as fait toi-même tes propres histoires, tu as fait des adaptations littéraires aussi. Il y a un de ces 3 trucs plus difficiles, plus compliqués. Le fait d'être seul, peut-être, c'est plus simple pour toi? Non, non, pas forcément. Il n'y a pas de plus simple ou plus compliqué. Ça fait partie d'une chronologie qui s'est mise en place comme ça. J'ai commencé tout naturellement avec des textes des autres, parce que moi j'étais
assez peu confiant en moi pour ce qui est de la chose littéraire. Je mettais ça sur un piédestal, mais vraiment très très haut, quoi. Du coup, en dessin, ça va. J'ai toujours été un peu assez inconscient, voire même limite un peu à me surestimer, quoi, en dessin. C'est déjà fait à dire ouais, c'est chouette ce que je fais, c'est pas mal. Mais pour l'écrit, non, pas du tout. J'ai toujours eu un énorme complexe. Donc pendant longtemps, j'ai fait que dessiner. Je mets des guillemets à que. Donc avec des collaborateurs qui écrivaient. Puis c'est marrant, j'ai trouvé cet entre-deux, mais ça s'est fait naturellement où je me suis mis à non plus collaborer avec des auteurs Vivant. Ouais, vivants ou proches en tout cas, mais oui, puis je me suis mis à mettre un pied dans l'adaptation littéraire, donc ça m'a bien plu. J'en ai fait 1, puis 2, puis 3, et ça m'a bien plu. Alors oui, des auteurs, là-dedans il y a des auteurs vivants, mais d'autres morts, oui, comme Hemingway, que j'ai adapté son Vieil homme et la mer. Donc effectivement, c'est chouette ouais, c'était chouette d'adapter un tel monument, surtout pas libre de droit, donc il a fallu d'abord convaincre la Fondation Hemingway, donc c'est une des plus grandes fiertés de ma vie quand le courrier de validation est arrivé. Et puis après, les 1 an de travail là-dessus, c'était du pur bonheur, quoi. Travailler avec un auteur mort, non, mais c'est je sais pas, non, ça peut avoir quelque chose de mystique par moment, quoi, tu vois. Il y a Oisem qui en parle vachement bien quand il avait bossé sur Les Scorpions du désert. Il parlait du fantôme de Pratt qui venait sur son épaule. Je sais pas si tu te souviens de ça. Alors moi, ça va, je dormais bien, j'avais pas le fantôme d'Hemingway qui venait me réveiller toutes les nuits, mais enfin quand même, c'était quand même un sacré truc à porter. Voilà pour mes collaborations, tu vois. Et, Vas-y. Et à partir de 2016, je me suis mis à écrire, enfin. Mais j'ai pas arrêté de dessiner pour autant, donc j'écris les histoires que je dessine et je dessine les histoires que j'écris depuis à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il y a un album qui est, en tout cas à mon sens, particulièrement important dans ta bibliographie, c'est Le Vieil homme et la mer, justement, où je trouve que c'est un tour de force graphique et narratif assez exceptionnel, puisque la plupart de l'histoire, la grande majorité de l'histoire, c'est au milieu de l'océan sur une barque. Et c'est pas un bouquin qui fait 20 pages, c'est un énorme bouquin. Et pour le coup... c'est pas si énorme, ça fait 120 pages. Oh, c'est pas mal, 120 pages. Ouais, c'est pas mal. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment tu as réussi à tourner sans cesse autour de cette barque, autour de ce personnage. On a l'impression qu'il n'y a pas 2 images identiques, qu'il n'y a pas... Enfin voilà, c'est vraiment une recherche de narration qui est assez exceptionnelle. Et pour le coup, ça a été évident pour toi de le travailler comme ça. Tu aurais pu, j'imagine, ça aurait été très lassant, mais des plans plus ou moins fixes, peut-être des zooms, des machins comme ça, ouais. Ce qui n'a pas du tout été le cas quand même. Il y a une vraie réflexion intense pour changer de narration. Oui, pour éviter ce que tu dis à travers toujours tes questions, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu... moi, il y a toujours énormément de temps de réflexion en amont pour faire en sorte que ce ne soit pas difficile. Parce qu'il n'y a rien de pire d'attaquer un bouquin en sachant que ça va être un enfer pas possible, quoi. Il faut trouver les solutions avant. Donc du coup, oui, tu cherches les solutions avant. Ouais, la solution, ça a été construire une barque en modèle réduit, une petite maquette, ouais, et de tourner autour, comme tu dis. Parce que globalement, le récit, il se résume à ça, quoi. On a juste la ligne d'horizon avec une barque. Bon, on a un vieux avec un chapeau de paille à l'intérieur, mais on a surtout une barque. Donc ouais, le fait d'avoir le modèle réduit posé sur une table, une grande table de travail dans mon atelier, d'avoir cet objet-là, de pouvoir le regarder sous toutes les coutures, y compris d'en haut, comme peut le faire une mouette, même d'en dessous, comme peut le faire un gros poisson. Ouais, de le voir vraiment, de voir l'objet comme ça, de pouvoir se rapprocher très près ou très très loin. Mais très près, quand je dis très près, c'est pouvoir faire des close-up sur le banc, les rames, le plat-bord, le support d'aviron. Pouvoir faire ça aussi et l'avoir sous les yeux. Alors j'imagine que pour d'autres livres, tu n'avais pas besoin d'autant de détails peut-être. Non, jamais. Non. C'est la seule fois que j'ai fait une maquette. Ce que j'allais te dire, c'est très particulier. Ouais, très particulier. Et tu as travaillé d'après photo ou c'était juste ton imagination qui imaginait un plan qui Ah, sur la maquette, je l'ai prise en photo, ouais, sous toutes ses coutures. Oui.
ça va plus vite que de se planter avec son carnet de croquis. Et puis après, mais ceci dit, les photos servent à faire du croquis après. Mais voilà, une fois qu'on est attablé devant son écran d'ordi, en diaporama, on fait circuler les photos, puis là, on dessine après. Voilà. Mais le croquis in situ devant la maquette, non, c'est mal pratique, quoi. Voilà. Fred, tu travailles comment, toi, tes albums de bande dessinée, entre autres? Tu fais beaucoup de recherches, tu fais... Tu prends moins de photos de barque, c'est ça? Non, oui, j'ai besoin de documentation comme tout le monde. Bon, après, je vais que dans des univers qui me plaisent. Donc, j'ai déjà là, pas mal de... Et je vais chercher de la doc vraiment, vu que j'ai un dessin plus évasif, que j'ai une espèce de précision évasive. Moi, je suis moins précis que Thierry, par exemple. Donc, moi, il y a plein de trucs que je peux dessiner qu'on dit qu'on est petit de tête. Je l'ai dessiné de tête, celui-là. Parfois, ça se voit qu'il est de tête. L'exactitude n'est pas forcément... Ah, je m'en fiche. Voilà. Ouais, vraiment. Et donc, du coup, à part dans des cas particuliers, si c'est historique, et surtout si c'est pas moi qui ai écrit, je vais être un peu plus attentif à ça que si c'est mes propres histoires aussi. Puisque je n'ai pas la même exigence pour les autres que pour moi. Je sais pas comment dire. Mais donc, la doc, en fait, quand on aime... Moi, je bosse sur les sujets qui me plaisent depuis le CP. Donc la doc, j'ai tout. J'ai tout, plus Internet maintenant. Enfin, on l'a trop même. Ouais. Il y a des choses, tu dis, non, ça je ne le mets pas dans mon histoire parce que je ne sais pas le dessiner. Non, alors là, des trucs que j'aurais jamais dessiné de ma vie, mais parce que les autres m'ont proposé une histoire que j'ai acceptée, oui, je me suis retrouvé à dessiner des trucs que j'aurais jamais imaginé dessiner. Tu veux un exemple? Avec plaisir. On veut tous un exemple. La BD sur la grand-mère de Robert Badinter avec Richard Malka au scénario. Enfin, moi, j'aurais jamais dessiné les pogroms, j'aurais jamais dessiné la Bessarabie, j'aurais jamais dessiné. Voilà. Encore moins des camps. Enfin, là, c'est un peu particulier. C'est un album où on ne peut pas se passer de donc, ça. Typiquement, moi, j'aurais jamais eu l'intention d'aller dans cette direction-là. Mais en revanche, que quelqu'un m'y emmène, je lui prends la main. Parce que j'ai adoré faire ça me change. J'ai pas envie non plus de faire que ce que j'ai envie de faire. Enfin, que ce que je décide. Ça sert à ça, les rencontres, comme tu disais, les maisons d'édition. Faut se laisser un peu faire. Enfin, ça dépend des natures. Mais moi, j'ai envie de me laisser faire quand ça me fait du bien. Et pour le coup, même si tu ne te sens pas forcément capable d'aller dans cette direction, il y a des projets que tu refuses ou tu te dis non, ça c'est un non catégorique, que je ne peux pas m'engager là-dedans pour X raisons, hein, graphique ou pas pas graphique. Oui, souvent. Ça arrive souvent, oui, quand même. Oui, même des trucs que j'aime bien dans l'absolu, mais... Enfin, la grosse différence entre les projets que je décide de faire ou que je fais avec des copains, c'est que de toute façon, si on ne les fait pas, ils ne verront jamais le jour. C'est écrit pour une personne en particulier. Ouais. Alors que moi, quand je refuse un projet d'éditeur, que ce soit, par exemple, Bonjour Tristesse de Sagan, j'ai dit non. Pourtant, c'est un roman que j'aime bien. Mais je ne me voyais pas dessiner ça avec la piscine, la voiture. Enfin, j'ai aimé le livre, mais je n'avais pas envie de dessiner ça. Le Vieux et la mer, j'y serais peut-être allé, tu vois. Mais... Donc on a plein de passerelles entre. C'est vrai. Et donc oui, il y a un éditeur qui a décidé de sortir tel livre, il le sortira. Hein. Les arbres avec Benjamin, il y en a 4 avant moi qui ont échoué, échoué, où on leur a dit non, merci, c'est pas ça qu'on voulait. Donc et il est sorti avec nous, mais il serait sorti ailleurs, il serait sorti autrement. C'est pour ça que je me sens jamais mal à l'aise de refuser ce genre de projet, puisque c'est pas grave. Quelqu'un d'autre le fera. Et alors pour le coup, on se dit, ah bah mince, Le Vieux Homme et la Mer, c'est sorti, je peux plus jamais le refaire. Ou on se dit, ah tiens, peut-être quand même qu'un jour, je pourrais m'attaquer à ça aussi. Ça sera forcément un bouquin différent de toute façon. Moi j'aime. Non, Hemingway, c'est moins le cas, mais avec Jack London, il y a plein d'adaptations de Jack London en BD qui sortent. Elles se valent pas toutes, mais si on a envie de faire la sienne, on s'y colle. Je pense pas que ça puisse. Oui, voilà, oui. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus. Non libre de droit, c'est qu'il faut un accord. Ouais. Ouais, il faut payer, mais c'est pas tellement ça le problème, c'est qu'il faut être au bon moment. Ouais, et comment dire, il y a souvent un petit
truc tacite d'exclusivité, c'est-à-dire que s'il y a une adaptation, difficile d'en faire deux, quoi. Il a fallu payer pour Hemingway. Bien évidemment, Ah ouais, ok. c'est pas libre de droit. Hemingway tombera dans le domaine public. Ça pourrait être un accord. Ah. Non, il a fallu payer. Bah évidemment. Avec les Américains, jamais rien de gratuit. Non, mais Combien? Je sais pas combien. C'est Futuropolis qui a négocié ça. Enfin, Gallimard. Futuro, c'est Gallimard. Ah mais non, mais Gallimard. Hemingway, c'est pas Gallimard. Hemingway, c'est la fondation Hemingway, puis c'est l'éditeur aux États-Unis. Donc il y a eu un deal entre Gallimard et l'éditeur américain et la fondation Hemingway, des avocats en fait. Hein. Et du coup, oui, mais je sais pas combien, mais c'est sûrement pas donné. Après, c'est pas dit. T'as pas eu la curiosité? non, il a jamais voulu me dire, Seb. Et alors, du coup. Non, mais ce qui se passe quand on obtient comme ça l'autorisation d'adapter un tel monument, généralement, il y a plus ou moins un accord tacite d'exclusivité. C'est-à-dire qu'après, s'il y a un autre éditeur qui veut le faire, non, ça a déjà été fait. Chose qui n'est pas le cas quand on est dans le domaine public. Comme par exemple pour 1984, qui est tombé dans le domaine public récemment, en plein Covid, on a eu droit à 5, 6 adaptations d'un seul coup. Bon, alors après, il y a celle de Xavier Coste qui crève l'écran, qui est pour moi de loin la meilleure. Mais après, on a eu 5 ou 6 adaptations d'un seul coup, hein, le même office pratiquement. C'est énorme. Très différent. Une œuvre dans le domaine public ou une œuvre... voilà. On va quand même essayer de se rapprocher du sujet d'aujourd'hui, l'IA. Thierry, à un moment, tu vas, alors je ne sais pas comment on dit, rencontrer l'IA ou t'intéresser à l'IA, et tu vas décider d'utiliser l'IA pour travailler les images et voir ce que ça donne. Ouais. Et à partir de là, il y a eu... est-ce que c'est d'abord l'envie de travailler autour de l'image, de voir ce que ça pouvait donner, cette IA, qui t'a donné envie de faire un livre, ou est-ce que c'est... tu avais déjà envie de faire un livre en IA et tu t'es intéressé à ça? Est-ce que j'avais déjà envie de faire un livre en IA ? Non, parce que j'étais coiffé au poteau comme tout le monde. À l'été 2022, lorsque les IA génératives d'images sont arrivées, ChatGPT n'était pas encore là. On n'avait pas encore tous ces problèmes de génération de texte qui terrorisent le milieu des traducteurs et puis des doubleurs, etc. Et puis là, c'est autre chose, les doubleurs. C'est la synchronisation labiale avec la vidéo qui est a priori... assez au point aujourd'hui pour pouvoir rivaliser, quoi. Mais non, on était tout début, c'est la préhistoire, l'été 2022, donc c'est déjà vieux, hein, on va arriver en 2025, donc c'est déjà un petit moment. Donc là, moi je prends connaissance un petit peu comme tout le monde, de ces IA génératives d'images, enfin pas comme tout le monde, parce que la presse n'était pas aussi au taquet qu'elle l'a été lorsque ChatGPT est arrivé, donc ça concerne, c'est un peu une niche encore, c'est surtout les gens de l'image qui se sont intéressés à ce truc-là, enfin intéressés au sens large, hein, c'est-à-dire inquiétés, regarder, s'inquiéter. Enfin, il y a plusieurs manières de s'intéresser. Bon, moi, j'étais entre les deux. J'étais vraiment entre panique à bord et fascination aussi. Fascination de me dire, waouh, ça. Après l'avoir essayé 2-3 fois, me dire ça peut faire ça, quoi. C'est capable de ça. On nous avait vendu pendant des décennies, les futurologues et les auteurs de SF, ils nous avaient vendu des robots qui allaient faire toutes les tâches ingrates, faire la vaisselle, vider les poubelles, faire les travaux au marteau-piqueur. Non, ils nous sortent des robots qui font des trucs cool, en fait, qu'on n'a pas envie de déléguer. Écrire des poèmes et faire du dessin, on n'a pas envie de le déléguer aux robots, quoi. Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Je veux voir, un peu comme Monsieur Jack dans L'étrange Noël, et je veux comprendre. Hein, enfermé dans sa tour, là. Jolie référence. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, je voulais comprendre. Donc voilà, je m'y suis mis. Et l'idée de faire un livre, elle est venue après. C'est vraiment un coup de folie. Au moment où je me suis rendu compte que, déjà, ce que c'était, je n'ai pas dit que j'avais compris, mais je voyais à peu près comment ça marchait. J'étais dans l'effet waouh. Et je voyais aussi toute la profession monter au créneau et être ultra en réactivité, quoi, et dans une panique, une terreur absolue, sans l'essayer la plupart du temps, juste une peur, panique, comme ça, du genre le grognement qu'on entend au fond du jardin, mais on va pas voir ce que c'est, quoi. C'est le truc.
Moi, quand ça grogne au fond de mon jardin, j'y vais. Je prends le fusil, j'y vais, quoi. Et au moins, je peux m'endormir après. Tu vois, je pose le fusil, je m'endors. Mais je voyais beaucoup la profession qui était dans cette posture de, on a peur, mais on ne sait pas trop comment ça marche et on n'essaye pas trop non plus. Juste, on a peur. Et alors ça, c'est mon côté anticonformiste, un peu rebelle d'ado. Je dis, bah, tiens, je vais pas faire comme eux. Moi, je vais faire un livre avec ça. Je vais me servir de ma peur pour faire un bouquin. Pour voir ce que ça fait de faire un bouquin avec entre peur et entre terreur et émerveillement comme ça, voir ce que ça fait, que ça produit en termes de gestes créatifs, d'étincelles créatives. Dans quoi ça m'embarque? Alors, on l'a vu depuis ce matin, effectivement, on a tous plus ou moins une idée préconçue ou pas de l'IA. La plupart d'entre nous, on ne l'a pas forcément utilisé, ou juste pour s'amuser 3 minutes à traduire quelque chose. On entend souvent dire qu'effectivement, avec l'IA, il suffit de dire une phrase et on a un roman, j'exagère bien sûr, de dire je veux telle image et on est capable de générer un livre entier. C'est pas ça du tout. Parce que toi, tu n'as pas juste dit j'aimerais telle image, tu as travaillé derrière. Ce qui est quand même... il y a un boulot derrière quand même. Ah oui, j'ai bossé pendant 6 mois dessus. Donc en fait, l'idée de ce livre est venue d'un scénario, un vieux scénario que j'avais écrit pendant le Covid, en fin 19 ou début 20, je sais plus. Ouais, 1920. Je crois que c'est ça. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais. Le Covid de 1920. Ouais. Bon, j'avais un vieux scénario qui servait pas à grand chose. Il était rangé dans un tiroir, un scénario de SF. Et je sais pas, ça a tout de suite, quand j'ai essayé comme ça quelques séries d'images sur Midjourney, donc à ce fameux été 2022, tout de suite, je me suis dit, les directions dans lesquelles je partais, c'était pas inconscient, c'était inconscient totalement. Ouais, je suis pas parti n'importe où, je suis parti et inconsciemment, je suis parti vers des pistes qui étaient proches de ce scénario, mais c'était pas du tout calculé. Et puis là, mon inconscient a fait surface. Je me suis dit, mais oui, ce scénario, il faut que je le dessine comme ça. Moi, j'avais l'intention de le dessiner moi-même ou éventuellement le confier à un confrère, je sais pas, peut-être à un Benjamin ou Flao. Mais bon, il est déjà pris, Benjamin. Il est très pris, visiblement. Il est très pris, ouais. Mais j'adorerais bosser avec lui, mais enfin bref, il faudrait que j'ai une casquette de scénariste un peu plus costaud, peut-être. Bon, toujours est-il que voilà, l'idée, elle est toute simple. Elle s'est faite avec un scénario de SF. Et l'envie d'expérimenter avec un outil de SF. Cet outil, cette machine à dessiner. Là. Et donc, c'est 6 mois de boulot. C'est vachement de boulot. Il s'agit... Il s'agit d'écrire des prompts. Donc des prompts, c'est plusieurs lignes. Enfin, on peut écrire 3 mots, hein, mais on a ce qu'on... Quand on écrit 3 mots dans un prompt, on n'a que ce qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire une image assez mièvre, assez pauvre, et assez consensuelle et presque aléatoire. C'est-à-dire une image sortie du chapeau, sans personnalité, sans... Alors je ne dis pas qu'elles ont une personnalité. Les images qu'on prompte avec un prompt conséquent, elles ont... j'ai pas dit ça, mais je suis pas loin de le penser. Parce que plus on prompte avec sa sensibilité, sa culture et ses influences, on obtient quelque chose qui se rapproche de notre singularité et de notre personnalité. On s'en rapproche vu qu'on le demande. C'est logique. C'est logique. Oui, mais tout à fait. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Tu n'étais pas là? Non. Vas-y, Fred. Non, mais parce que vous en avez, ouais, je crois. Non, mais les images de Thierry, tu parles. Ouais. Non, c'était l'image de ce matin. Parce que les images de ce matin, c'est toujours plus ou moins ce qu'on nous présente dans les médias, générées par l'IA. Ouais, complètement. Alors que celles de Thierry, on voit bien que c'est pas de cette famille-là. Mais effectivement, c'est ce que je disais. En fait, ça tord le nez à plein de choses. On a l'impression que c'est extrêmement simple parce que c'est magique et qu'on va lui donner un mot et que tout de suite on va avoir un truc incroyable. Alors que non, derrière, il y a un boulot de dingue pour retoucher, enfin, je sais pas moi. Je suis pas dessinateur, donc j'imagine. Ouais, carrément pour agencer, bien sûr. Oui, après, moi, ce bouquin-là, je ne l'ai pas fait du tout dans l'optique de prouver au monde entier que c'était l'avenir de l'édition et que c'était. Non, bien sûr, non. Et du coup, cette méthode de travail que j'ai un peu expérimentée, et puis de manière complètement improvisée, hein, parce qu'il n'y avait rien pas
pas de méthode, il n'y a pas de... Oui, On n'a pas encore tu n'as aucune formation là-dessus. Non, on n'a pas encore de cours en master sur la génération d'IA et tout. Mais dans 5 ans, je pense qu'on les aura. Bon, bref, on verra. Mais non, là, c'est vraiment à l'arrache, ce fameux été 2022, je découvre tout ça et je mets au point une méthode de manière empirique, quoi, c'est ça le mot que je cherchais. Mais vraiment, loin de moi l'idée de mettre en place une méthode ou un truc qui puisse être validé par mes pairs et puis d'amener une nouvelle manière de faire. Youpi, tralala, c'est génial. Non, c'est vraiment l'expérimentation basique. Il y a un truc nouveau qui arrive, je l'essaye, je le teste, mais je vais au-delà du simple petit test à droite à gauche, plic-ploc, je génère 2-3 images dont je suis plutôt content et je les poste sur les réseaux pour avoir des bravos. Alors, je me dis non, je fais un livre, voir si c'est 150 pages sur la tenue d'un bouquin, voir déjà si moi je peux y arriver, si l'outil en face il est capable de suivre aussi sur s'il est capable d'être connecté avec moi sur ma direction artistique de la page 1 à la page 150 et de tenir ça, voir si c'est possible. C'est ça mon... Et en fait, ça l'est. Oui, pour faire en fait, un livre qui te ressemble. En plus. Oui. Enfin, qui me ressemble d'une certaine manière, qui ressemble au Thierry Murat, ado, qui aurait pris la direction de la science-fiction vers très influencé par toute la génération Métal Hurlant et voire même les couvertures de magazines pulp genre Galaxy Magazine et compagnie. Le Thierry Murat qui aurait pu être ça. Tu as des images. Non. Mais je ne sais pas comment on fait. Ah. Je suis un peu technophobe, moi. Alors, laquelle flèche? Ça tombe bien. Ça tombe super bien. Et vers où Ah non, mais ça, c'est ma biblio. On va pas revenir là-dessus, David. On peut. Moi, j'ai plein de choses à dire dessus. J'adore Au vent mauvais. Ça, c'est vachement... Enfin bon. Ça, on verra après. Oh là 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 là, ça va vite. Voilà. Ça, c'est la couverture de ce fameux bouquin Expérience, donc Initial A, peut-être que vous en avez entendu parler. Donc voilà. De quoi on parlait? La méthode? De la méthode. La non-méthode? Ou un la peu non-méthode, improvisée. Ouais. Ouais. Et alors, je te coupe une seconde. Est-ce qu'au bout du compte, cet outil, tu l'assimilerais comme, je sais pas moi, par exemple, une mise en couleur en aquarelle ou pas en aquarelle, etc. Enfin, est-ce que c'est juste un outil pour changer quelque chose? Ah non. Ah non, c'est pas Photoshop. Hein. C'est même pas un Photoshop augmenté, c'est bien pire que ça. C'est une vraie catastrophe en fait. C'est-à-dire c'est une vraie connexion qu'on essaye d'établir entre soi et la machine, entre ses influences, sa culture et toutes les références qu'on a emmagasinées depuis l'adolescence, ou depuis l'enfance pour certains. Bah, ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est quand on a une vraie démarche et qu'on en met. Sinon, si on prompte n'importe quoi, de la bouse, Macron qui vide les poubelles ou le pape en doudoune... c'est pas ça que j'appelle une vraie recherche expérimentale sur la génération artificielle d'images. Ça peut avoir un côté passionnant, hein. C'est au-delà de toutes les daubes qu'on nous sert sur les réseaux sociaux et de manière plus générale dans les médias. Hein. Bon, après, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre que j'ai fait Initial A, mais disons que ça pourrait ressembler au Thierry Murat qui, s'il n'avait pas pris la voie qu'il a pris lorsqu'il avait 14 ans, qui lisait Métal Hurlant, chez les grands frères, et puis voilà, un Thierry Murat qui serait plutôt dirigé, qui aurait plutôt flashé sur les influences premières de Moebius, de Druillet, de Jodorowsky et tout ça, plutôt que vers Pratt et Comes, pour ceux chez qui ça parle et ça résonne. En gros, moi, j'ai pris plutôt l'autre chemin, l'ancrage au pinceau, comme on peut retrouver chez Pratt ou Comes ou chez Munoz, enfin, toute proportion gardée par rapport à Munoz. Mais voilà, moi j'ai plutôt pris ce chemin. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que ça aurait donné si j'étais plutôt allé vers ça? Ça aurait pu très bien se produire, parce qu'à l'adolescence, on se cherche tellement. On a normalement, hein, quand on est dans une école d'art ou qu'on a envie de faire ça, on a plein d'influences qui se bousculent au portillon. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Fred, mais c'est vrai, il y a plein de portes, quoi. On ne sait pas trop laquelle ouvrir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Des influences à l'adolescence? Est-ce que tu te posais ces questions-là, toi?
Savoir où tu Non, vas. moi Où j'essayais t'as de envie contourner tout ce que je savais pas faire, moi. C'est un peu feignant, ça. Non, c'est de la lucidité. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans d'études de dessin, on voit à peu près ce qu'on va. Après, on fait des progrès, hein, c'est une question de travail. Mais par exemple, Moebius, j'ai fait bah non. Moi aussi. Hein. Bah ouais. Non, mais tout de suite. Uderzo non plus. Immédiatement. Yves Franquin non plus. Ah bah non. Enfin, Moi par contre, Yves Chaland. non plus, moi. Toi non plus. Moi je me suis questionné, je me suis dit waouh. Ouais. Mais bon, il y en avait tellement qui dessinaient dans les années 90 Ouais. comme lui, je me suis dit là non, là c'est la place est prise là et puis il va falloir trouver autre chose. Mais là, moi, ça Et- me fait penser. Pardon. Non, à quoi ça te fait penser du Ben coup alors tu cites Métal Hurlant, mais moi ça me fait penser à des trucs plus proches de nous, style Bill Sienkiewicz et là, un autre américain qui a fait Cages et Dave McKean. Plus Il y a que- même du Pat Mills dedans, il y a plein de choses. C'est des, tu vois vraiment, mais Bill Sienkiewicz, je trouve que c'est beaucoup, tu vois. Sur cette page-là par Même, exemple. ouais, Peut-être sur celle d'avant. Sur celle d'avant, ouais, Ça. c'est même des couleurs. Des couleurs Ouais. de Matkin à la Sienkiewicz. ouais. Mm. C'est un compliment. Oui, je sais pas, tu vois, c'est moi c'est Non, mais je veux dire, sais c'est pas quoi en étonnant. penser. Qu'est-ce que tu as donné comme mon- rentrée, comme, Ouais. comme mot clé, on peut parler de mots clés, pour que ça te Ah. sorte ça et pas les erreurs qu'on a vues ce matin. Des trucs bien. Voilà, mais style, tu peux le dire ou c'est secret, c'est comme une recette. C'est la recette de cuisine un peu. D'accord. Ouais, Ouais. on n'a pas Mais il y en a rendu, hein. plein. C'est, j'ai pas envie d'en dire un ou deux parce Ouais, que mais- d'un seul coup, les crispations vont se, Non, vont mais se par cristalliser. curiosité, quoi. Ouais, mais si tu veux, c'est à double tranchant parce que vu qu'il y en a plein, que c'est un vrai cocktail. Si j'en balance 2 ou 3, on va focaliser sur ces 2 ou 3 et tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a Non. quand même de la crispation. Si, il y a de la crispation sur le Ouais, fait ouais. que cette manière de travailler vole, etc. Et c'est un débat qui est loin de se refermer et qui d'ailleurs doit s'ouvrir très clairement. Parce que moi, les trucs que Très j'ai vus clairement. et qui m'ont plu en IA, c'est vraiment style La Statue de la Liberté par Van Gogh. Ouais. Et ben, je trouve ça plus. Enfin, c'est kitsch, mais c'est plus troublant. On est d'accord, il l'a pas peint. Non, D'accord. mais justement, mais quand c'est à la sauce. Enfin, Je trouve ça inintéressant, moi, à la manière d'eux, déjà, c'est... Oui, mais là, tu as forcément rentré des manières d'eux pour avoir ça. Non, ça fait pas du à la Non. manière d'eux, je trouve. Tu vois, on est dans un cocktail beaucoup plus complexe. Oui, quoi. mais on est capable de sortir C'est 4, frontal, 5 noms, quand même. Ça nous fait penser. Ouais. Donc, et là, ma Ouais, mais question. après, il y a des univers graphiques. Donc, tu n'as pas sorti aucun de ces noms-là. Sienkiewicz, non, ça c'est sûr. Ni Je ni connais même McKean. pas ce mec, c'est qui? Non, je déconne. Si, non, Dave mais- McKean, je connais aussi, mais non plus. D'accord. Tu vois, non, mais c'est non, intéressant. non, quand même, parce on que est moi, sur... en fait, on est plus sur des... Sur ces prompts-là, on est plus sur des écoles d'art, pas des écoles d'art, des écoles artistiques, des courants artistiques, des époques. Mais quand je dis grand courant, c'est plutôt métal, magazine pulp américain des années 60, Galaxy Magazine, Amazing. Eh ben non, Corben non plus. Ça c'est Rascal. Ben ouais. Il est Et fort, hein. Rascal qui m'avait dit ça. Ça me fait penser à Corben. Et tu vois, peut faire penser à plein de trucs. Et c'est pas une science exacte. C'est à toi, ça va faire penser ça. À d'autres, c'est selon la culture de chacun. C'est pour ça que tout ce débat sur les influences et sur les proximités de style, voire même, si on ose le mot en lettres capitales, le grand méchant plagiat, c'est très complexe parce que les jugements sont biaisés par rapport à nos propres influences. Et on dit toujours, ah oui, ça ressemble à ça, ça me fait penser à ça, moi, mais l'autre à côté, pas du tout. C'est pour ça que c'est très complexe, c'est très compliqué. Il y a... En tout cas, c'est un débat qu'il ne faut pas refermer. Hein, C'est une question pour toute cette on problématique. n'a pas préparé. Hein. Toute cette problématique sur le est-ce que ça vole, est-ce que ça vole pas, il faut pas balancer ça comme ça sur le bas-côté. Hein, moi, j'ai des éléments de réponse, par contre, s'il y a des questions dans la salle, et puis si... Mais, Ouais. Est-ce que ça, c'est les images telles que sont générées, enfin telles quelles, une fois qu'elles te sortent, ou est-ce que après tu les retravailles pour les unifier Non, toutes non, entre elles et tout ça? Bah déjà, la planche est vachement bossée en termes de découpage, Ouais. de recadrage. Tu me connais.
dans mes Oui, oui. découpages et mes marottes et mes tics déjà de mise en page double page, de découpage narratif en double page. Ça, c'est vraiment ce que j'adore faire en termes de découpage. Oui, puis les images, elles sont rebossées de temps en temps. Pas tant que ça, mais quand même, parce qu'il y a pas mal de déchets. Il y a surtout un énorme travail de tri, parce qu'on prompte, on génère, c'est de la surproduction, quoi. Et du coup, on arrive à avoir un stock, une matière visuelle qui est colossale, quoi. C'est de l'ordre de plusieurs milliers, quoi, ce qui est hallucinant pour un bouquin de 150 Donc ça pollue pages. tout ça. Ça pollue. Ouais, comme toute. Ouais, comme toute. C'est moche. Ouais, mais pas plus que. On peut y penser. Non, mais je crois que 1 heure de chat GPT, ça correspond à un steak et un plein de gasoil, je crois. C'est beaucoup. Bah ouais, mais tu vois, c'est comparable. Enfin, on peut dire ça pollue, Oui. mais c'est une goutte de pollution dans l'océan Oui, qui est déjà là, parce que c'est surtout notre omniprésence sur les réseaux qui pollue déjà énormément. On a... Oui. Ah, tu me taquinais en fait. Oui, oui, oui. Après, Un petit peu, oui, ça se sentait que c'était un peu Non, parce que des taquin. milliers d'images Oui, mais que tu balances, c'est beaucoup, quoi. C'est très vite fait. Les temps de calcul sont rapides en fait. C'est pas des heures et des heures et des heures à glander sur Facebook ou sur Instagram à insulter ses frères humains. C'est très vite fait. Tu promptes et en 30... Ah oui, c'est 30 secondes de calcul. Après, ce que ça fait en termes d'empreinte carbone, c'est 30 secondes de calcul, j'en sais strictement rien. Je sais pas. Et puis bon, c'est plus mon activité aujourd'hui. Moi, c'était un livre expérience que j'ai fait donc à l'été 2022 et une bonne partie de 2023. Alors donc, si on revient sur tes dessins, imaginons, voilà, on prend la page à droite, là, peu importe, celle-là, enfin celle-là, voilà. Hop, Non, ouais. non, celle-là, comme Ouais. tu veux. Donc ça, l'IA te génère une image. Alors je sais pas si celle-là tu l'as beaucoup travaillé, mais comment est-ce que Plusieurs images. Plusieurs. Sur un prompt, sur une demande d'image que je veux. L'IA m'en propose 4 et puis il y a le bouton Generate qui est toujours là en bas à droite et si je appuie dessus, je rebelote, mais ce ne sera pas les mêmes et c'est sans fin. Donc c'est là on obtient une série. Bien sûr. Une série au sens où c'est la même écriture graphique, la même intention, le même contenu, oui, globalement le même contenu, mais c'est toujours autre chose. Et plus ça avance, plus on sort de la description précise du contenu. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on commence à s'orienter vers un effet de série. Tu veux dire qu'il y a une interprétation de la machine, plus tu en génères et plus... Il n'y a pas d'interprétation de la machine, elle refait ses calculs. D'accord. Elle refait ses calculs avec le même prompt. Okay. Et comme c'est pas de l'aléatoire, et comme c'est pas une science exacte non plus comme une recette de cuisine où tel ingrédient plus tel ingrédient pesé, dosé va nous donner exactement le même gâteau ou le même truc. Non, là c'est à chaque fois différent. Mais pareil mais différent. Je ne sais pas l'expliquer autrement. Et quand tu parles donc de retouche, tu as retouché certaines images. C'est dans la composition, par exemple, les yeux qui sont un peu de travers, je vais retoucher les yeux. D'accord. Je vais aller chercher un regard qui est plus juste sur une autre image qui fait partie de la même série. Et venir sur Photoshop l'intégrer et le replacer exactement à la même place. Sur la grande vignette de la page de gauche, par exemple, le petit robot qui défile, tout est monté. Moi, j'ai prompté un paysage. Par exemple, le paysage et le ciel est brut de prompt, je vais dire. Par contre, le petit robot boule là, dans le lointain, il a été dessiné sur Photoshop et la petite trace de vitesse derrière lui également. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah oui, cette image-là est intéressante parce que j'avais pas mal d'images de déchetterie technologique comme ça j'en avais prompté tout un régiment, j'en avais plus qu'il n'en faut. Et puis j'avais donc cette silhouette du personnage Alice qui était censée être comme ça posée sur ses jambes un peu en déséquilibre sur des éléments rouillés comme ça, mais il y a eu pratiquement toutes. Il y avait soit le décor était super, soit le personnage était vachement bien, mais les deux ensemble jamais. C'était toujours voilà, mais c'était la préhistoire de Midjourney, donc il fallait batailler. Et plus on mettait des choses complexes dans le prompt avec beaucoup d'éléments, plus ça se perdait.
Donc j'avais trouvé la solution de prompter les choses un peu une par une, quoi. Donc mon décor de carcasse rouillée cyberpunk, et ça c'est bon, j'en avais toute une palanquée. Des silhouettes d'Alice sur ce décor-là, j'en avais beaucoup qui étaient foireuses, où les bras étaient pas bien, les jambes complètement une position pas juste du tout en termes de dessin. Bref, toujours est-il que cette image-là, c'est un montage d'un décor plus une silhouette détourée, parfaitement détourée, et collée en mode produit sur l'image, etc. C'est ce genre de retouche, ni plus ni moins. Hein. C'est de la photoshopperie de montage, du boulot de graphisme en fait, comme dit Manuel Arsenet. Il dit qu'aujourd'hui, comment il bosse, il travaille beaucoup en kit avec des dessins partout sur des feuilles volantes, et il dit je fais mon boulot de graphiste. Il dit aujourd'hui, quand il parle de son métier d'auteur. Où est-ce qu'on en est? Oui, là aussi, impossible de prompter une image comme ça avec Alice le cul dans l'herbe. Enfin ça, oui, mais le petit robot qui vole à côté d'elle, comme ça, parfait. Boule, j'en avais prompté plein, à différentes tailles. En gros plan, en plan moyen, en plan éloigné, parce qu'on n'a pas la même définition, la même résolution selon la valeur de plan. Donc j'avais toute une collection comme ça de robots sur des fonds, pas des fonds blancs, des fonds clairs, assez épurés pour pouvoir les détourer facilement. Et après, ces documents-là me servaient à intégrer mon petit personnage robot boule dans une image comme celle-ci, ou celle de tout à fait en page de droite, là, avec évidemment la trace blanche qui est faite au pinceau, rajoutée sur scannée, rajoutée sur Photoshop. Oui, il y a un petit peu de boulot quand même. Alors ça, non, ça c'est pur de prompt, c'est un pur délire. C'est ce que j'adore avec les IA génératives d'images, c'est quand on arrive à de l'hallucination, ce qu'on appelle les hallucinations des algorithmes. Alors, autant sur le terrain de la traduction, sur le terrain de l'écriture de postes très sérieux, ou de l'écriture de discours, on en parlait tout à l'heure, ou de l'écriture de choses très sérieuses pour des gens très sérieux. C'est gênant l'hallucination des algorithmes, et on préfère éviter, et on zappe l'affaire très vite. Moi, c'est ce que je recherche. Et enfin, à l'époque, c'est ce que je recherchais, c'est ce qui m'excitait le plus. J'avais l'impression de prendre de la drogue presque. Ouais, mais sans danger en plus. Et c'est ce que ça, c'est pas super intéressant, mais ouais, j'adore cette espèce d'onirisme là qui est parti, parce que j'étais parti dans c'est un peu impensif, hein, de mélanger le ciel et les poissons à la place des oiseaux, de mélanger les avions et les bateaux. C'est un peu du grand classique. Il y a les auteurs de SF et puis pas mal d'artistes l'ont fait. Voilà, moi, c'était mes intentions dans le prompt. Et du coup, puis après, avec toute ma recette, ma cuisine, tenue secrète, je suis arrivé à des trucs totalement fous. Et vraiment, on est de l'ordre de l'hallucination visuelle, j'aime bien. C'est là-dessus que je bosse avec mes étudiants. Là, je donne quelques heures de cours à IARTSUP avec des étudiants en communication visuelle et en design graphique. Et on a quelques petits workshops comme ça sur la génération d'images. Alors on travaille pas trop sur la peinture et le dessin, parce que maintenant, pour être honnête, si c'était à refaire, là c'était le tout début en 2022, si c'était à refaire, je me lancerais pas sur de la génération d'images comme ça, qui est très proche du dessin, très proche de la peinture, très proche de la gravure par moment aussi, mais on n'a pas toutes les pages du livre, mais très proche des arts graphiques, on va dire. J'ai un peu l'impression maintenant, avec du recul, un effet d'à quoi bon cloner En revanche, ce que je trouve passionnant moi, en ce moment avec les étudiants, c'est quand on se lance sur de la recherche expérimentale autour de la fausse photo. La fausse photographie. Parce que là, on s'éloigne de tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Bon, là, en l'occurrence, la peinture, l'aquarelle, le pastel, le machin, tout ça. Je suis un peu mal à l'aise maintenant avec du recul sur cloner ça ou faire semblant de faire ça avec. Mais comme je l'étais au début de Photoshop, pourquoi faire semblant de faire des trucs sur Photoshop alors qu'on peut les faire de manière naturelle? C'est un peu le même recul que j'ai aujourd'hui. Mais là, c'était l'effet nouveauté, waouh. Et du coup, je me suis laissé embarquer. Mais il faut dire que quand on produit, on génère ce genre de choses, c'est facile de se laisser embarquer, quoi. Hein. C'est un peu voilà.
donc, ouais, j'aime bien faire ça avec les étudiants. Travailler sur l'hallucination autour de l'image avec un rendu photographique. Faire de la photo qui se peut pas. Oui. Comment l'expliquer autrement, je ne sais pas, mais faire de la photo qui se peut pas. Et ça, c'est passionnant, en fait. Fred, Voilà. il y a ça, toi, tu ne travailles pas ou tu n'as jamais travaillé peut-être avec IA, et il y a des choses qu'il a dedans t'intéresseraient, où tu te dirais, tiens, j'aimerais bien essayer pour mes albums. Chez les autres, c'est comme les piscines. Je pourrais m'en occuper. Moi, j'en ai pas. En fait, si, évidemment que je me suis amusé un peu avec, mais comme, par exemple, quand j'étais au Beaux-Arts, il y a l'aérographe qui est. Ça, c'est un autre délire. Hein. Mais l'aérographe, c'était nouveau et c'était incroyable. Alors, fallait. Mais t'as essayé ? Bien sûr, j'ai acheté. Ah ben moi, comme toi avec la piscine, j'ai jamais touché à l'aérographe. Et ça coûtait un petit peu de sous, fallait acheter le petit transformateur. C'est en fait toutes les voitures, enfin les camions étaient peints à l'aérographe, donc ça permettait de faire des dégradés incroyables, ou aussi des trucs très tranchés avec des pochoirs, mais en tout cas c'était des mini pistolets à peinture. Les pistolets avec lesquels on peint les carrosseries, les vélos, tout ça, c'était des mini. Donc il fallait le transformateur pour l'air, des petits, enfin c'était tout un bordel. Hein. Mais ça faisait des trucs incroyables. Bon ben après je me suis lassé. Comme tout le monde. Et mais ouais. on non, mesure... il y a encore des passionnés. On hein. ne mesure pas à quel point l'outil crée des styles et des tics et des habitudes. Et, oui. mais ça, il faut s'attendre au pire hein, avec cet outil du diable là. Ça va complètement transformer notre regard. Je pense que ça va court-circuiter des vocations au niveau du dessin et du travail du dessin chez les jeunes aussi, qui vont se dire alors, soit j'abandonne, ça vaut plus le coup, à quoi bon ? Ou alors je bosse moins le dessin, puisque l'IA le fait à ma place. On voit ça dans la musique, hein, le paquet de gamins qui bossent plus les instruments aujourd'hui parce que les machines produisent quelque chose de tout à fait acceptable quand on sait bien les programmer et qu'on est un peu musicien dans l'âme. Mais là, c'est pareil, les gamins qui se sentent un peu artistes dans l'âme, qui ont une créativité visuelle dans leur cervelle, ils vont pas bosser le dessin comme nous, tu sais, à l'ancienne, on a pu le bosser, quoi, avec le fusain, la planche à dessin, les cours de nu. À l'école, oui, ils passent par là. À l'école. Mais aujourd'hui, ils vont être beaucoup moins, je pense, un peu plus paresseux, quoi. Je pense que ça va nous amener. De toute façon, il faut savoir que le numérique nous amène de la paresse, quoi. Qui sait calculer une racine carrée, là, aujourd'hui, dans la salle, de tête 1 sur 20 Il y a vraiment une personne qui est capable. Qui ose le dire. C'est quoi une racine carrée ? Ouais. Et puis tous les gens qui se perdent en ville sans GPS aussi. Bon, mais je pense que ça va être pareil. C'est pratique le GPS quand même. Mais ouais. Mais là, pareil. Je pense que d'ici quelques années, les 10 prochaines années, on va avoir un gros souci avec ça, avec cette paresse intellectuelle. C'est-à-dire de plus en plus d'images générées comme ça, sans parler du texte. Ça va être une vraie catastrophe. On en vient à l'exigence de ce matin. Oui, voilà. On a parlé beaucoup d'exigence ce matin. C'est pour ça qu'on a vu la catastrophe, on la frôle sans cesse. Hein. Et il en arrive certaines. Hein. Mais quoi ? J'aime bien parce que d'un seul coup, tu me fais penser à un philosophe avec tes lunettes. Et j'aime bien. Et mais j'aime beaucoup la tournure que prend ce débat quand tu commences des phrases comme ça. Bienvenue sur Arte, donc. Pour relativiser les catastrophes. Enfin, je veux dire. Il y a catastrophe et catastrophe. Et catastrophe. Grosse catastrophe. Là, c'est quand même Mais si je parle de moi, le rapport à ça et mon travail, en fait, c'est que j'en ai pas l'utilité. Ça revient un peu à la discussion qu'il y a eu ce matin. C'est que moi, je cherche pas à gagner du temps. Je prends mon temps pour faire tout ce que je fais, mais je cherche pas à en perdre. Et moi, déjà, la tablette par rapport à la mano et la feuille, je perds du temps parce qu'il y a plein de repentirs possibles non-stop. Et on s'amuse à. Enfin, il y a trop de possibilités. Et en fait, j'essaie de faire des choix pour avancer. Et j'évite les choses j'évite les tas de sable, j'évite la confiture, j'évite la colle. Je pense à un jeu vidéo qui s'appelait Micro Machine.
où en fait il fallait éviter des tas de choses qui allaient freiner notre avancée, quoi. Et moi j'ai vite tendance à perdre du temps dès que j'ai trop d'options. On peut comparer à plein de choses, hein, le voyage, plein de choses. Et donc moi j'essaie d'aller à l'essentiel aussi dans le dessin, c'est-à-dire que je suis pas du tout formaliste, j'essaie jamais d'avoir la plus mime image possible. Je suis pas en quête de belles images, même si quand elles me plaisent vachement, je suis content, mais c'est pas mon but. Je suis dans la narration vraiment, Oui, donc c'est tous les gens qui dessinent sont dans la narration, même s'il n'y a pas de texte. Mais moi je suis pas assez attaché. Jamais je me dis ça servira à rien, les gens ils vont regarder ça. Allez, 4 secondes, c'est long 4 secondes sur une case. Et donc je suis assez pragmatique de ce côté-là. Je me dis il faut avancer. Le lecteur il va pas y passer. Je veux pas passer 1000 fois plus de temps à dessiner un truc qui va être regardé une seconde. Enfin, je suis dans ce truc-là. Donc du coup, même la tablette, j'ai arrêté. Sauf que s'il y a bien un art dans lequel on revient, c'est la bande dessinée. Oui. Que l'on peut réouvrir régulièrement, lire 3 pages, refermer. Ouais. Enfin, on y revient beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Ouais. Mais pour moi, c'est pas mes BD préférées, c'est pas celle où chaque case c'est un tableau. Quand je bosse avec François Roca, où c'est un livre illustré et où il n'y a que 15 images, ou 16, là, je trouve que ça fait sens, ça soutient. Enfin, il y a un rapport texte-image qui tient. Enfin, l'un ne tient pas sans l'autre d'ailleurs. Enfin, en tout cas, le texte est soulagé de plein de descriptions qui vont être dans l'image. Mais en BD, moi, je suis quand même, je suis assez traditionnel en fait. Je suis plus proche du, enfin, c'est pas le franco-belge ou l'italiano. Moi, j'ai un dessin assez simple, quoi, noir et blanc. Quand c'est des couleurs, c'est de l'aquarelle. Et en fait, je vais tellement vite à la main, puisque je connais ma tablette, ma tablette. C'est pas une tablette, lapsus. Ma palette. Et donc en fait, j'avance vite, quoi. Et des copains qui sont à la tablette me disent ouais, mais quand t'as trouvé ce bleu là et plus loin, enfin, comment tu le retrouves? Je fais je sais pas, mais je le retrouve. Je me pose pas la question. Je sais que j'avais pris ça et ça, dans quelle proportion. Je suis pas au micron. Et donc en fait, moi, s'il y a la tablette, je me prends trop la tête avec la tablette. Je m'en suis rendu compte et donc voilà. Puis j'en ai marre de recharger des trucs. J'en ai marre de balancer des câbles. J'en ai marre de chercher des prises. J'en peux plus de ça. De rentrer des codes. En fait, ça me saoule. Et c'est pas un truc. Alors je pensais que c'était mon âge, tout ça. Les étudiants sont comme moi. Les mots de passe, les mises à jour. Tout le monde en a marre en fait. De 20 à 90 ans. Tout le monde en a marre de ça. On commence à s'habituer à un truc qui fonctionne, on gère, et on va le changer un petit peu, juste pour t'emmerder. Et c'est ça, parce qu'il y a des mecs qui sont payés pour le truc où tu avais l'habitude de cliquer là, on va le mettre là, où il va changer de couleur. Et ça, en fait... Il nous faudrait une bonne IA pour gérer tout ça, tiens. Les êtres humains, non mais il y a souvent des cas cliniques, les êtres humains dans leur majorité, ils aiment bien quand même retrouver leur petit. Tout le monde, on va pas acheter des chaussures neuves tous les jours. On va pas acheter des pulls qui grattent. Enfin, il y a un côté, c'est sympa le vieux sweat, les pantoufles. Non, mais il y a un côté. Et là, tout le temps, tout changé. Autour de moi, il y a 90% des gens préféraient que les choses soient un peu plus stables. C'est valable pour l'économie, le climat, tout. Et là, on est beau, on s'auto, nous l'humanité, on s'auto-secoue non-stop. On aimerait bien un peu plus de stabilité, je trouve. Non ? La preuve, il y a 2 ans, ça t'excitait à mort. Là, t'en as plus rien à foutre. Tu dis plus jamais. Donc, tu vois, on est happé par des trucs. En gros, je résume. C'est un résumé, oui, effectivement. C'est simple et concis. Alors là, donc, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, c'est bien la preuve qu'on génère plus qu'on en a besoin, plus vite. Et on a à peine le temps de gérer le truc. Hop, on en donne un autre. Il est mieux, celui-là. Donc, je trouve que c'est fatigant pour la majorité de l'humanité. Et après, il y a plein de geeks que ça excite à mort. Des geeks ? Ouais, qui aient 90 ans à San Francisco ou 22 ici, c'est un truc de geek quand même pour moi. Comme les mecs qui font du tuning en bagnole. Si on peut comparer avec plein... Sur des voitures avec de l'aérographe dessus. On a fait des nouvelles jantes. Regarde les nouvelles jantes du truc. Moi, je veux que ça roule, que ça tombe pas trop en panne. Tu vois, c'est vraiment... Je pense qu'il y a vachement de ça. Il y a toute une philosophie qui est vibrionnante comme ça dans les IA qui sont épuisantes en fait pour les gens. Nous arrivons au terme de cette discussion. Y a-t-il des questions dans la salle ? Ah, c'est toujours les mêmes qui parlent.
Bonjour. J'ai entendu que vous aviez utilisé Midjourney pour l'œuvre présentée. Est-ce que vous avez utilisé d'autres IA génératives d'images? Ou est-ce que vous en avez essayé plein et vous Pour êtes ce livre décidé? Oui, tout à fait. Non, pour ce livre, c'est Midjourney, Ok. la version 3, qui est la première qui a été mise en pâture au public à l'été 2022. Et depuis, oui, j'ai testé d'autres choses comme ça, par curiosité. Et non pas non pas parce que j'en ai besoin, pour reprendre la dialectique de Fred, juste parce que j'en ai envie. Mais il n'y a pas de besoin là-dedans. Et puis, il n'y a surtout pas de... Comment dire? Fred disait aussi, oui, il y a 2 ans, ça t'excitait, aujourd'hui, tu n'en as plus rien à foutre. Mais tu parlais un petit peu à ma place. Tu m'as dit aussi à midi. Hein. Oui, mais c'est pas aussi radical. C'est C'est pas que j'en ai rien à foutre, parce que ça m'intéresse toujours, mais pas en tant qu'utilisateur et expérimentateur, mais où va l'humanité avec tout ça, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que ça me passionne, oui. Ça me passionne. C'est autre chose. Ça m'inquiète beaucoup, donc ça me passionne. Ouais. Et Je pense qu'on va dans le mur, mais à une vitesse qu'on n'imagine même pas. En termes de créativité et de culture de l'image et de... Malheureusement... Oui, pardon. Et est-ce que vous avez utilisé un outil pour générer du prompt? Ou est-ce que le prompt, c'est vous qui l'avez fait? Non, c'est vraiment à la mano. Et puis en plus, le gros reproche que je pourrais faire à la manière dont tout ça évolue, puisque je fais toujours un travail de veille là-dessus. Je continue de suivre ce qui se fait, les évolutions de Midjourney notamment, puis j'en essaye d'autres avec mes étudiants, comme je disais, on teste des trucs. Moi, ce qui m'effraie, c'est le pré-mâché, c'est toute la politique de preset, de pré-réglage qui sont injectés dans les IA génératifs d'images. Je ne parle que de ça, c'est un peu mon sujet. Je ne connais pas le reste. Mais vous voyez ce que c'est, des presets, des pré-réglages, des boutons pré-mâchés, du fast-food en fait. Hein. Genre le menu best-of, etc. Quoi. Donc là, on a des styles pré-mâchés, on a des prompts pré-promptés, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que moi, quand j'ai connu Midjourney, ça fait le vieux pionnier qui parle. Ouais, il y a 2 ans. Mais c'était tout à la mano, quoi. Si on voulait avoir une image qui tient la route avec un peu de poésie, il fallait il fallait en avoir sous le pied et envoyer du prompt poétique. C'était aussi bête que ça, quoi. Il n'y avait pas de pré-réglage, quoi. Mais à force d'avoir injecté des prompts intelligents, entre guillemets, ou poétiques, etc., ça a été digéré par les algorithmes, stocké, archivé, et puis redistribué sous forme de menu du jour. Les plats du jour, on a aujourd'hui. Et c'est d'une pauvreté affligeante. Voilà. Ce qui fait qu'on peut très bien... Maintenant, on a vraiment le bouton Sienkiewicz, toc, tu vois, où on a le bouton Dave McKean, où on a le bouton... ouais, mais c'est ignoble. Et quand tu fais bosser des étudiants sur de la recherche expérimentale avec un souci d'esthétique et un peu d'aventure visuelle et un peu de folie, quand on a cette liste des plats du jour sur la colonne de gauche, mais ça coupe les ailes, quoi. Je leur dis, mais arrêtez ça, ne vous servez pas de ces trucs-là, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, faites-le chez vous, mais on le fait. Enfin, moi, ça sert à rien que je sois là pour vous. Ouais. Alors, ceci dit, si on parle de, moi, le sujet, c'était un peu qu'est-ce que vont devenir des illustrateurs et tout ça. Il y en a plein déjà qui sont assez foutus. Moi, je suis abonné à quelques magazines où c'est déjà écrit dessous, généré par l'intelligence artificielle. Hein. Archéologia, par exemple, le dernier que j'ai vu, éruption du Vésuve, Pline l'Ancien sur sa barque. Enfin, j'imagine qu'ils ont rentré. Donc, on aurait dit une illustration au National Geographic. Avec le Vésuve en éruption, le panache, les coulées de lave, des mecs en toge sur le... Et puis c'était écrit, moi j'ai pas vu la différence, c'était grand comme ça. Donc c'est déjà, voilà, ils n'ont pas donné d'argent à un illustrateur. Donc, Oui, allez-y. Du coup, si on pousse un petit peu cette réflexion autour des prompts, est-ce qu'on pourrait parler d'art du prompt, de la manière de comment on interagit avec la machine pour obtenir ce qu'on veut? Est-ce que c'est presque une nouvelle forme, ça pourrait devenir une nouvelle forme d'art si on n'avait pas maintenant tous ces trucs prémâchés, d'apprendre à, pour obtenir ce qu'on veut, il faut avoir ce langage-là, de cette manière, arriver à faire passer nos idées, presque une nouvelle forme de communication pour obtenir ça. Est-ce que c'est aussi un peu pour ça que vous ne voulez pas donner, comme vous dites, votre recette,
votre tambouille interne, parce que ça pourrait être quelque chose d'artistique aussi en soi, une conception, conception autorisante du prompt. Ah ben, avec une démarche exigeante derrière, oui, évidemment, c'est un art. Moi, il y a pas mal d'artistes que je suis, mais on peut les compter sur les doigts de la main, qui se servent de l'IA avec une vraie exigence artistique, une vraie démarche, avec vraiment de la folie, vraiment à partir vers des ailleurs, qui font des choses qu'on ne peut pas faire avec les autres médiums qu'on a à notre disposition. Donc là, c'est passionnant. Et même moi, je ne le montre pas trop, mais ça m'arrive encore, non pas que j'en ai besoin, mais que j'ai toujours envie de tenter des expériences avec ces trucs-là. Et puis, notamment avec les étudiants, on essaye des trucs. Et ouais, oui, on essaye des trucs. C'est ça qui te fait marrer. J'ai l'impression que tu es à San Francisco en 67, mais c'est carrément ça. C'est lui qui a ri. À Palo Alto. Non, mais c'est parce que c'est devenu de ça. Apple c'est venu de ça, quoi. Des bien sûr. Ah, ben j'ai une très belle page de cerveau augmenté qui parle de ça. J'entends des trucs avec mes étudiants. Bah oui, tiens, la voilà. Silicon Valley, The Valley of Love, en 1964. Si vous avez des bons yeux pour lire, c'est passionnant. C'est l'histoire de. Et voilà, ça commence par. Quel étrange paradoxe. Au départ, le projet était pourtant très cool. Et ça finit par toutes les utopies, on sait bien ce qu'elles deviennent, et puis tout ça c'est devenu la Silicon Valley, quoi, en fait. Mais oui, faut pas oublier que c'était des hippies qui prenaient de la drogue, hein, qui ont bâti toute cette culture, notre culture du numérique. Ouais. Ça c'est un livre, peut-être David, on peut en parler rapidement. Alors, très rapide. C'est hors sujet peut-être, mais c'est un bouquin pas tant que ça. C'est un bouquin que j'ai sorti juste avant Initial A, alors entièrement fait à la main. C'est un entretien dessiné, on va dire, avec un philosophe qui s'appelle Miguel Benassayag. Et voilà, on est rentré en contact de manière assez simple et assez spontanée chez les éditions Delcourt. Et puis on a commis ce bouquin-là qui s'appelle Cerveau augmenté. Je vous conseille, c'est un conseil de lecture de la soirée. Ouais. Dans toutes les bonnes librairies. Oui, il est sorti en 2023 comme Initial A, mais du coup il a été un peu éclipsé parce que Initial A pris tout le devant de la scène parce qu'il y a eu cette polémique, comme quoi j'étais le méchant auteur de BD qui avait utilisé l'IA. Mais ça c'est super, c'est fait entièrement à la main avec 2 vrais cerveaux. Enfin, surtout celui de Miguel, mais voilà, c'est super bien. On parle de tout ça, de la colonisation du numérique, la colonisation de nos existences par le numérique. Et c'est assez passionnant. C'est tout, j'ai fini. Ouais, alors vous l'avez vu toute la pub Apple qu'ils ont retirée immédiatement. D'ailleurs, elle n'est même pas passée. Tout était dit. Vous l'avez pas vu? Oui, tu l'as pas vu. Non, il y avait des sculptures en marbre avec un marteau posé, un maillet. Il y avait une peinture à l'huile avec une palette, des boîtes de couleurs, tout ça. Il y avait un résumé de l'art fait à la main, on va dire en volume, en peinture, tout ça. Et puis d'un seul coup, on se rend compte que c'est pas posé sur une table, mais dans une presse. Et ça descend tout doucement et ça explose tout. Et puis les tubes de couleurs pètent, les statues en marbre pètent. Et c'était une pub, et en fait, tout le monde a hurlé. C'est resté une demi-seconde sur les réseaux, mais on peut encore aller la voir. Et en fait, ils étaient là, ah bon, ça choque les gens. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de t'expliquer et puis à la fin, ça se relève et tu as la nouvelle tablette. Tu l'as pas vu? Si. Bon, tout est dit. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va faire table rase de tout. En tout cas, c'était très maladroit. Mais quel était le message? Ça peut pas être... c'était que maintenant, on a fini tout ça, quoi. On arrête. On peut pas. De s'embêter. Voilà. On a la solution. Ouais, c'était ça le message. T'imagines quand même au niveau. Ouais. La solution technoscientiste. Ouais, c'était énorme. Et donc, elle n'a pas servi de pub. Elle a juste été annoncée et retirée immédiatement parce qu'il y a un tollé mondial là-dessus. Peut-être pas les Chinois. Mais il y a eu un tollé. Mais en fait, symboliquement, c'était énorme comme publicité, puisque c'était tout ce dont on parle depuis ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, ça a quand même l'intention, même inconsciemment, de tout nettoyer. C'est là-dessus que nous allons nous quitter. Enfin, arrêtez, pas nous quitter. C'est là-dessus que nous allons arrêter. Merci Fred, merci Thierry. Merci David. Merci David. Merci à vous. Merci.